Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là presque face à vous pour vous parler de l'éducation à la sexualité et de la construction de la masculinité dans la première moitié du XXe siècle. Slide. C'est à la fin du XIXe siècle qu'un débat sur les moyens d'enrayer les maladies vénériennes a porté sur le devant de la scène la question de l'éducation à la sexualité. C'est à la fois la prévalence de ces maladies vénériennes, mais aussi l'angoisse démographique qui explique l'importance du mouvement anti-vénérien en France et sa puissance. Il est vrai que, selon les représentations de l'époque, deux crises majeures affecteraient la population. D'une part, l'accroissement de la population serait trop faible, et d'autre part, la composition de la population se dégraderait du fait de la prolifération de ce que l'on appelait les dégénérés, selon la théorie de la dégénérescence. Et du coup, une de ces maladies vénériennes, la syphilis, serait héréditaire. Elle menacerait donc celui qui est condamné, mais elle menacerait aussi son couple et sa descendance. Donc, elle menacerait la population actuelle et la population à venir. Aussi, des médecins se sont-ils mobilisés pour dénoncer ce qui est apparu comme un véritable fléau social. Un médecin particulièrement réputé, Alfred Fournier, spécialiste de la syphilis, a créé la Société de prophylaxie sanitaire et morale, une société qui va devenir le fer de lance de la lutte anti-vénérienne. Cette lutte anti-vénérienne a placé au cœur de son action l'éducation à la sexualité des adolescents, d'abord celle des garçons, et puis, beaucoup plus tardivement, l'éducation des filles. Mais ces projets d'éducation à la sexualité ont très vite été contrecarrés par tous ceux qui s'opposaient à l'entrée des questions de sexualité à l'école, en particulier les milieux catholiques. Ces milieux se sont opposés, ont longuement discuté, et au bout de plusieurs décennies, dans les années 1920, ils finissent par trouver un compromis et décident que l'éducation à la sexualité devra se limiter à des livres, des brochures et des conférences. Slide. Les publications se sont donc multipliées à partir de ce moment-là pour informer les adolescents sur la sexualité. On observe une montée en puissance qui a été progressive jusqu'aux années 1920. Puis, à partir du moment où le consensus est créé, les publications se sont multipliées et dans les années 30, on a assisté à de véritables publications et republications de best-sellers sur ces questions d'hygiène sexuelle. À partir de la fin des années 30 et sous Vichy, l'éducation à la sexualité est restée dans l'ombre de mesures hygiénistes beaucoup plus fortes et les publications se sont raréfiées. La tendance va changer à partir de 1947. Cette situation n'est pas exceptionnelle. On observe la même chronologie de publications en Espagne notamment et ailleurs aussi en Europe. Slide. L'éducation à la sexualité des filles a fait l'objet de plusieurs publications. Mais qu'en est-il de l'éducation à la sexualité des garçons? Quel est son contenu? On sait que pour les filles, c'est essentiellement autour de la maternité que s'articulent les propos tenus. Mais qu'en est-il de l'éducation des garçons? C'est ce que je vais observer en analysant les publications des années 1950 et la longueur de cette période permet de vérifier le caractère durable et résistant des représentations de la sexualité juvénile. Cette analyse permet de montrer en définitive comment les garçons sont amenés à intérioriser des modèles de sexualité qui sont conformes à leur genre, mais aussi à leur classe, et ce, dans un contexte hygiéniste très fort. Je me suis donc appuyée sur des livres, des brochures et des tracts qui s'adressent pour l'essentiel à des 18-20 ans, qui ont été rédigés par des médecins, des pédagogues, des enseignants. Ces ouvrages s'adressent la plupart du temps
à des jeunes hommes. C'est l'expression qui est utilisée, jeune homme. Et Agnès Tercet avait montré que cette expression s'adresse à des jeunes bourgeois. C'est donc aux fils de la bourgeoisie que s'adressent la plupart des ouvrages qui sont publiés. Cela aura bien évidemment des conséquences très fortes. Dans ces textes, les auteurs s'efforcent de démontrer les risques de la sexualité pour l'individu. L'éducation sexuelle est avant tout une éducation anti-vénérienne. Elle repose sur une véritable pédagogie de la peur du sexe et l'exposé des risques de la syphilis et de la blénorragie le confirme. Je vous ai mis dans les slides plusieurs extraits, plusieurs situations qui montrent la force de ces propos. Les adolescents sont donc prévenus des risques qu'ils encourent, mais aussi de la déchéance physique à laquelle les maladies vénériennes conduisent. Et ces descriptions sont très anxiogènes, comme vous pouvez le voir là encore sur les slides. Cette description du syphilitique et des risques qui sont pris est toujours dramatique. Elle est encore plus dramatique lorsqu'il s'agit de décrire les risques que le jeune homme va faire courir à sa future descendance. On parle d'hérédosyphilitique pour évoquer ces enfants qui naissent avec l'état du syphilitique. Ces enfants seraient condamnés à de lourdes déformations des doigts, des hanches, etc. Là encore, la description est assez horrifiante. En définitive, et parce que c'est la partie la plus longue de ces textes produits sur l'éducation à la sexualité des garçons, l'éducation sexuelle rappelle le destin des hommes qui est la paternité, à l'instar de ce qui est fait pour les filles, le rappel de la maternité. Mais ici, ce rappel de la paternité est fait au nom d'intérêts collectifs et non au nom d'une vision naturalisante du destin des filles. Un auteur, par exemple Fournier, explique que pour être véritablement un homme, un citoyen complet, il faut être père de famille. D'autres citations, je vous en ai mis d'autres, peuvent être aussi évoquées. En définitive, on le voit, ce qui justifie l'éducation sexuelle, c'est la santé des garçons, mais aussi la santé de leur descendance qu'ils risquent de compromettre. L'éducation sexuelle est donc un dispositif qui vise à rappeler la trajectoire normale des garçons et il vient contrebalancer l'exhortation à la maternité des filles. Il n'est pas étonnant que ce rappel de la paternité s'adresse aux fils de la bourgeoisie, puisque c'est la classe sociale la plus malthusienne, celle qui rechigne le plus à avoir des enfants. Le contexte démographique donc a conduit à l'injonction paternelle et à la responsabilisation des adolescents quant à leur future progéniture. Slide. Rentrons dans le détail de ces contenus. Lorsqu'il s'agit de parler à proprement parler de sexualité, la responsabilité des enfants, des adolescents est engagée. Elle n'est pas sans conséquence. Elle conduit donc à des prescriptions qui montrent comment se construit un modèle de comportement à la fois masculin, bourgeois et responsable. Ce modèle autorise des écarts de conduite, ce qui n'est pas du tout permis aux adolescentes. En effet, les auteurs reconnaissent que les garçons peuvent rencontrer au cours de leur vie de jeunes hommes des jeunes femmes qui vont tenter de les pervertir. Le sens de la responsabilité des garçons repose sur deux idées fortes. D'abord, l'idée de self-control. Ensuite, l'idée qu'il faudrait s'économiser. C'est le principe de l'économie spermatique, selon l'expression qu'a déjà utilisée Alain Corbin. Ces deux idées conduisent à l'exhortation à la continence. En effet, le self-control, c'est une idée de maîtrise de soi. Il faut apprendre à dominer ses sens. L'économie spermatique, c'est l'idée selon laquelle, pour être le plus puissant possible, pour ne pas compromettre la qualité des enfants à naître, il faut s'économiser et économiser sa semence. Aussi, les auteurs s'efforcent-ils d'imposer la continence aux adolescents.
Ils recommandent le mariage précoce pour éviter de trop longues attentes. Je vous ai mis là encore des citations qui montrent que cette continence est très vivement souhaitée. Mais, comme je l'ai dit, les auteurs reconnaissent qu'il est difficile pour les garçons d'attendre le mariage pour avoir leur première expérience sexuelle et les auteurs redoutent par-dessus tout la masturbation. Elle apparaît tantôt comme une anomalie sexuelle, tantôt comme une perversion dans leurs textes. Et là, on a une opposition à cette pratique qui reste très stable jusque dans les années 1950. Les adolescents de la bourgeoisie, donc lorsque l'on examine ces textes, apprennent donc à réfréner leurs désirs, à endurer les tentations et à assumer une virilité dont la jouissance est retardée. Slide. Apprendre à contrôler. Si les adolescents doivent apprendre à se contrôler, ils doivent aussi apprendre à contrôler. Contrôler qui? Contrôler les jeunes femmes qui menacent leur intégrité et leur désir de continence. Comme je l'ai dit, les auteurs de textes d'éducation sexuelle admettent que le jeune homme fasse un faux pas. Dans ces cas-là, il n'est pas culpabilisé de succomber à la tentation, il apparaît comme une victime de jeunes femmes qui vont le détourner du droit chemin. Les jeunes femmes, surtout les jeunes femmes de mœurs légères et les jeunes femmes qui apparaissent toujours comme issues de classes populaires, sont mises à l'index. Il apparaît donc que l'éducation à la sexualité travaille à une forme de discrimination sociale du genre féminin. Les adolescents apprennent à se méfier des femmes des classes populaires et parmi elles les plus redoutables. La prostitution apparaît et est décrite comme étant la première source du mal vénérien. Si les garçons se laissent tenter, ils sont malgré tout préparés à repérer les signes des manifestations corporelles suspectes chez les jeunes femmes. Ainsi, ils doivent apprendre à décerner des signes suspects de la syphilis et ils doivent apprendre à les interpréter. On trouve trace de description de contact que le jeune homme et la jeune femme peuvent avoir et au moment desquels le jeune homme doit tenter de diagnostiquer finalement la syphilis chez sa partenaire. Slide. Une fois ces mises en garde prononcées, l'acte sexuel peut être décrit et les différences sont là très très nettes chez les auteurs alors que jusqu'alors, dans cette description que je vous ai faite jusqu'à maintenant, le consensus était majeur. Il apparaît finalement deux types de modes de présentation de la sexualité. Pour certains auteurs, les médecins spécialistes de vénérologie, l'éducation vénérienne, l'éducation sexuelle, elle n'est qu'antivénérienne. Aussi, leurs propos s'arrêtent à la description des risques vénériens. Mais pour d'autres auteurs qui sont moins nombreux, l'éducation sexuelle s'inscrit pleinement dans une éducation à la santé. Ceci apparaît très nettement dans les années 1930. Et ces auteurs-là vont pousser leur éducation sexuelle jusqu'à décrire les fonctionnements du corps, les mécanismes sexuels et reproductifs. Une fois que les mécanismes sexuels et reproductifs sont présentés, il s'agit donc de pousser ou pas la description des moyens prophylactiques, des moyens de se soigner, des moyens finalement de contrôler la syphilis. Il y a deux possibilités qui s'offrent aux auteurs. Soit conseiller aux jeunes hommes le préservatif, soit leur conseiller une pommade prophylactique qui était dans les années 20-30 assez en vogue, qui était fournie aux soldats d'ailleurs. Or, le préservatif apparaît suspect, car il permettrait d'avoir une sexualité sans craindre les conséquences. Aussi, les auteurs sont très parcimonieux lorsqu'ils donnent des informations sur le préservatif. En outre, le préservatif favoriserait le malthusianisme. Et la plupart de ces auteurs sont des auteurs de tendance, je dirais, nataliste.
Ils souhaitent une population qui s'accroît, ils redoutent le malthusianisme et donc rechignent en quelque sorte à décrire des moyens de contrôler sa fécondité. Aussi, les médecins sont-ils plus nombreux à défendre la pommade prophylactique qui permet de décrire des signes très précautionneux de son application, ce qui finalement a conduit à la description des soins de l'hygiène intime. L'hygiène intime est donc devenue un véritable chapitre de l'éducation à la sexualité. Les auteurs qui défendent le préservatif sont finalement assez rares et comme je l'ai dit, lorsqu'ils le font, c'est toujours avec un luxe de précaution qui finalement discrédite le préservatif qui apparaît très peu sûr et très peu fiable. Finalement, l'éducation à la sexualité donne aux adolescents un certain nombre d'informations destinées à repérer le mal vénérien, mais aussi à s'en protéger, que ce soit au moyen du préservatif, assez rarement, mais surtout au moyen de la pommade prophylactique. Bien sûr, aux jeunes femmes, on ne donne absolument aucune de ces informations. Slide. En conclusion, donc, il apparaît que l'éducation à la sexualité, elle est nourrie de préoccupations moralistes, mais aussi démographiques. Elle est destinée à discipliner les adolescents de la bourgeoisie. Elle contribue à la transmission de dispositions sociales et comportementales. D'un côté, le garçon est éduqué à s'inquiéter de l'avenir de la nation par le biais de ses enfants, mais il est aussi instruit des manières de considérer sa sexualité procréative. Il apparaît donc que l'éducation sexuelle recourt à une pédagogie qui est fondée sur la peur et elle prescrit une sexualité retardée par l'intermédiaire de l'exhortation à la continence. Il apparaît également que lorsqu'on interroge les propos tenus sur les garçons, on peut saisir finalement ce qui apparaît comme étant des stéréotypes de genre et de classe. L'éducation sexuelle vise à creuser l'écart entre les genres et les classes. Le jeune homme est instruit des menaces qui pèsent sur son genre, sur sa classe, par la description des dangers que des jeunes femmes issues de milieux populaires véhiculent et qui le menacent. Ces informations mises à sa disposition doivent lui permettre de dominer finalement ce qui apparaît comme étant un rapport de force au moment du rapprochement sexuel. L'identité masculine bourgeoise se construit donc en travaillant la maîtrise de ses actes. Tels sont donc les ressorts de l'éducation des adolescents de la bourgeoisie dans la France de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Le dernier slide contient des références bibliographiques. Merci.